Bonjour et bienvenue à ce webinaire spécial parents. Je suis avec Stéphane Staquet, directrice de l'École du journalisme de Nice. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, la question c'est: et si l'avenir de votre enfant se construisait hors Parcoursup? Donc nous sommes actuellement à la phase 3 de Parcoursup. Cela veut dire que c'est la phase d'admission. Tous les bacheliers sont en train de recevoir des réponses. Ce que l'on sait, c'est que certains bacheliers ainsi que leurs familles sont plutôt déçus, voire très déçus des résultats. Donc il y a certainement des alternatives. Stéphane, que peuvent-ils faire? Alors c'est vrai que ça fait quelques jours maintenant que l'on reçoit des mails, des appels de parents un petit peu paniqués, leurs enfants aussi bien sûr, et qui nous disent oh là là, c'est une catastrophe. Les vœux que j'avais faits ne sont pas ceux que j'imaginais. En tout cas, les réponses tombent un peu au compte-gouttes aussi, et c'est pour ça qu'on parle de cette fameuse phase d'admission, mais en second temps, hein, puisque les écoles continuent à apporter des réponses pendant les jours et les semaines qui viennent. Et d'ailleurs, c'est bloqué pendant la période du bac, hein, tout est gelé. Donc, on va à nouveau recevoir des réponses dans les jours, les semaines à venir. En tout cas, nous, ce qu'on voulait expliquer aujourd'hui, c'est que être confronté à un refus sur Parcoursup, c'est pas du tout une fin en soi. Il faut se dire qu'il faut rester proactif. Il faut absolument explorer toutes les options qui s'offrent à vous et essayer de préparer un plan B dès que possible en fait, hein. En tout cas, il n'est pas obligatoire de passer par la plateforme Parcoursup, et ça on se rend compte que les familles, les parents, les enfants le savent peu finalement. Ils pensent que c'est la seule option, la seule alternative possible. Eh bien non, il y a des dizaines, des centaines de formations qui ne sont pas inscrites sur la plateforme de Parcoursup. Et est-ce que c'est le cas, l'EDJ? C'est donc Oui, accessible hors Parcoursup? c'est exactement ça. L'EDJ, par exemple, toutes les formations de l'EDJ sont accessibles hors Parcoursup et hors la plateforme Mon Master, hein. C'est la version master pour les étudiants qui sont en troisième année de licence. En fait, sur Parcoursup, on va avoir toutes les formations qui sont à minima reconnues par le ministère de l'Enseignement supérieur. Elles peuvent aussi être reconnues, ces formations, par le ministère du Travail, par exemple, mais il faut forcément avoir cette reconnaissance du ministère de l'Enseignement supérieur. De notre côté, l'EDJ, elle, est reconnue par l'État, c'est-à-dire que l'établissement est reconnu par l'État, et ce depuis 1995, et notre diplôme est certifié par le ministère du Travail, et c'est bien normal puisque à l'EDJ, même si c'est une formation dans une école, hein, c'est universitaire aussi, c'est avant tout l'apprentissage d'un métier. Et c'est pour cette raison que nous ne sommes pas sur Parcoursup, mais ça n'enlève en rien la qualité de notre formation, la qualité aussi de nos reconnaissances, puisque on en parlera plus précisément tout à l'heure, mais cette certification qui est donc inscrite au répertoire national des certifications professionnelles est extrêmement importante. L'école est aussi Calliope, enfin on en parlera un petit peu plus précisément tout à l'heure. Alors justement, plus concrètement, quelle est la procédure pour candidater à l'EDJ? Alors, pour candidater à l'EDJ, vous l'avez compris, c'est donc hors Parcoursup. Ça se passe directement auprès de l'école. Et là, vous allez avoir plusieurs possibilités pour pouvoir envoyer dans un premier temps votre dossier de candidature, puisqu'il ne s'agit pas d'un concours. C'est sur dossier et entretien de motivation. Donc, ce dossier, vous allez pouvoir l'envoyer soit directement sur le site internet, soit par mail. Dans tous les cas, on va vous demander un certain nombre de pièces à l'intérieur. Alors, des pièces plutôt administratives, on va vous demander votre CV, votre pièce d'identité. Mais ce qui importe surtout, ça va être vos bulletins de première, vos bulletins de terminale, en tout cas ceux que vous avez en votre possession au moment de la candidature, vos notes du bac, si vous l'avez déjà peut-être passé, et surtout une lettre de motivation, alors qu'il n'est pas obligatoirement sous format écrit traditionnel. Ça peut être une vidéo de motivation, un podcast de motivation, un journal de motivation. On a plein d'options possibles. On a un jury qui se réunit toutes les semaines et qui va analyser ce dossier, en fait, hein, les différentes pièces dans ce dossier, et qui va vous apporter une réponse assez rapide. Généralement, c'est à peu près
sous 7 jours, on va dire, hein, Bon, on a une réponse. Ça permet justement voilà, de mettre en place des choses assez rapidement. Et ensuite, la deuxième phase, on va avoir un entretien de motivation à l'oral qui se fait en visio. Alors, quel que soit votre lieu, votre origine géographique d'ailleurs, hein, même si vous êtes à Nice, si vous habitez à Nice, on fait tout le monde en visio parce que c'est important pour nous, car on a beaucoup d'étudiants qui ne viennent pas de la région, de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et donc, ça se fait par ordinateur interposé. C'est un entretien pendant lequel on va essayer de comprendre votre projet professionnel, votre projet universitaire avant tout, hein, de comprendre votre personnalité. On va échanger, hein, il n'y a pas de questions pièges, on est vraiment ici pour comprendre pourquoi vous êtes là, pourquoi vous choisissez le métier et pourquoi vous choisissez notre école. Et à la suite de cela, à peu près dans les 48 heures, on va dire, le jury fait son choix définitif, ce qui veut dire qu'en fait, en 10 jours, vous êtes fixé et vous savez si vous êtes reçu ou pas pour la rentrée prochaine. Donc c'est rapide, efficace et vous avez une réponse qui est ferme et définitive, bien sûr. Sous réserve de l'obtention du baccalauréat, bien entendu. Évidemment. Alors, en tant que parent, Stéphane, on a toujours envie que son enfant bénéficie d'un accompagnement solide, que sa formation lui permette d'accéder à l'emploi, qu'il fasse évidemment une formation qui lui permette de s'épanouir. Est-ce que vous pouvez nous dire, par rapport à l'école, quels sont les cursus que vous proposez? Oui, bien sûr. Alors, nous, on est spécialistes du journalisme et uniquement du journalisme. Ça fait 35 ans que l'on enseigne ce métier. Et quand on dit ce métier, ça veut dire en fait une multitude de métiers différents. Dans le journalisme, on peut être rédacteur, on peut être chroniqueur, on peut être présentateur, on peut travailler en presse écrite, en web, en radio, en télévision, sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment finalement une multitude de métiers qui se cachent dans l'univers des médias et du journalisme. Et nous, on est là pour les enseigner tous. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de choix quand on rentre dans notre école. On va apprendre à travailler sur tous les supports. On appelle ça donc des formations tout médias. Ce qui fait que quelle que soit la formation qu'on choisit, d'ailleurs en bachelor ou en master, on va être formé vraiment sur la totalité des supports journalistiques possibles. Ensuite, les options que l'on va pouvoir choisir, ça va être plutôt par rapport à des domaines du journalisme. Soit on a envie de rester sur quelque chose de très général, parce qu'on s'intéresse à plein de choses, qu'on n'a pas envie de se spécialiser. On aime l'économie, le droit, la politique, l'international, mais aussi le sport, la culture. Eh bien, à ce moment-là, on va choisir le journalisme d'information générale. C'est vraiment le cursus classique pour devenir journaliste, qui est décliné en bachelor ou en master. Si on a envie plutôt de se tourner vers l'international, de devenir reporter à l'étranger, envoyé spécial, reporter de guerre, pourquoi pas, eh bien à ce moment-là, on va choisir le journalisme d'information générale. Et enfin, si on a envie, le journalisme international. Et enfin, si on a envie de se spécialiser uniquement dans le sport, eh bien on va choisir le journalisme sportif. Là aussi, hein, pour les 3 options, de toute façon, c'est toujours en bachelor ou en master. Mais quel que soit ce choix, on va vraiment apprendre le journalisme sous toutes ses coutures, donc, sous tous les formats. Radio, télé, presse écrite, web, réseaux sociaux, photos pour illustrer, évidemment. Et donc, tous ces différents cursus ont des périodes de pratique professionnelle aussi. Bien sûr. Et quelle est votre pédagogie pour justement favoriser l'insertion professionnelle des étudiants? Alors, c'est vraiment notre objectif numéro 1 et ce, dès le premier jour, dès que les étudiants arrivent à l'école, on ne cesse de leur répéter qu'il faut penser au jour où ils vont sortir. Comment est-ce qu'on va s'insérer sur le marché de l'emploi? On parlait du ministère du Travail tout à l'heure. C'est vraiment l'objectif de cette certification, c'est de s'insérer sur le marché du travail, c'est de devenir journaliste. Alors, comment on fait? On a plein de moyens possibles dans notre pédagogie notamment. Par exemple, avec des phases de stage qui sont complètement obligatoires pendant la formation. Alors, il y a plusieurs phases de stage qui sont obligatoires. Quand on est en bachelor, eh bien, il va y avoir un stage pendant l'année de deuxième année, hein, entre les 2 semestres, un stage d'immersion entre les 2 semestres. C'est un petit peu c'est le premier bain. Le premier stage que l'on va faire dans le monde des médias. Ensuite, on en a un pendant l'été, entre la 2e et la 3e année. Et ensuite, on a ce fameux stage d'insertion professionnelle extrêmement important qui peut aller jusqu'à 6 mois. Et celui-ci, c'est à la fin de la 3e année.
Et là, l'objectif est vraiment de s'insérer dans les médias. Il y a un peu la même version en master, hein, puisqu'on va avoir un stage pendant l'été entre la première et la deuxième année, et le stage d'insertion professionnelle qui peut durer jusqu'à 6 mois à la fin de la deuxième année. Ces stages-là sont extrêmement importants, c'est ce qui nous permet de pratiquer quand on est un étudiant en journalisme, c'est ce qui nous permet d'exploiter tout ce qu'on a appris en cours, de le mettre en pratique, d'écouter aussi ses mentors, hein, ses maîtres de stage, finalement d'être dans le grand bain. Et ces stages, on les aide, nos étudiants, pour les trouver quand on a 18, 19, 20 ans. On n'a pas de contact dans le métier, c'est tout à fait impossible, sauf si on a un papa, une maman, un cousin, une cousine qui travaille dans le journalisme. Mais c'est votre réseau qui est mobilisé pour les stages. Exactement, et c'est vraiment un travail depuis 35 ans et presque quotidien. On va avoir des médias partenaires qui sont en local, en national, à l'international. En fait, on travaille avec, on avait calculé la dernière fois, il me semble, pratiquement 150 médias, je crois. Et donc, on met à profit ce réseau professionnel pour nos étudiants, pour les aider. Et on a une personne ici présente, d'ailleurs, puisque c'est Laetitia, qui se charge d'aider les étudiants, de les aider pour essayer de comprendre dans quel média il serait le mieux, qu'est-ce qu'il y a de plus logique par rapport au projet professionnel, et puis d'appuyer les candidatures, hein, d'envoyer un mail avec Laetitia en copie, ou Laetitia qui envoie un mail avec l'étudiant en copie. En tout cas, on passe énormément de coups de fil, on passe beaucoup de temps pour essayer de les insérer. Et ça passe aussi par une relation permanente avec les médias, une fois par an au minimum, puisqu'on fait aussi beaucoup de visio, beaucoup de coups de téléphone avec les médias, mais au moins une fois par an, on se rend à Paris pour pouvoir rencontrer les médias. Alors quand je dis on, c'est Laetitia, moi ainsi que la présidente, la fondatrice de l'école, et on va rencontrer les partenaires avec lesquels on travaille déjà. On va leur présenter nos nouveaux étudiants, ceux qui vont s'apprêter à sortir sur le marché de l'emploi. On va essayer de les vendre, entre guillemets, même si c'est pas très joli comme mot, parce que ce ne sont pas des produits, ce sont des humains, des futurs journalistes, mais nous, on est là pour essayer de les faire rentrer dans ces médias, donc on va discuter avec eux. Et ce voyage nous permet aussi, bien sûr, de développer de nouveaux partenariats, parce que non, le journalisme n'est pas mort, il existe des dizaines de médias qui se créent tous les ans, notamment sur le web, sur les réseaux sociaux, beaucoup. Et nous, on est là pour créer de nouveaux partenariats avec ces médias, parce que ce sont aussi des médias d'avenir et des médias qui embauchent. Et c'est très important pour nous d'avoir ces médias aussi dans notre cheptel de partenaires. Donc c'est ce qui nous permet aussi d'avoir un taux d'insertion professionnelle plutôt intéressant. Oui. Donc c'est d'adapter la pédagogie, de rencontrer les médias, d'être en veille sur toutes les évolutions du métier et du monde du maillage médiatique français. Donc quel est le taux d'insertion professionnelle? Alors là, sur la dernière promotion, c'est-à-dire celle de 2024, puisqu'il faut attendre 6 mois pour pouvoir enquêter auprès de nos anciens étudiants. Donc la promotion 2025 n'est pas encore au bout des 6 mois. Hein. Donc pour les étudiants de 2024, on est à 92% d'insertion professionnelle dans les 6 mois qui suivent la certification, en fait, hein, l'obtention du diplôme. Et donc, on est très fiers de cette insertion professionnelle. Ça veut dire que plus de 9 étudiants sur 10 ont un emploi dans les 6 mois. C'est un taux qui est extrêmement important et évidemment que l'on met beaucoup en avant, puisque ça prouve la qualité de l'enseignement et la qualité de l'école, puisqu'on n'a pas parlé non plus tout à l'heure de ce qui nous aide pour l'insertion professionnelle aussi, c'est d'avoir une formation qui est très proche des réalités du terrain, qui est très proche des réalités du métier. Dans le quotidien de nos étudiants, il y a beaucoup de pratiques sur le terrain. Ils sont encadrés par des journalistes qui sont des professionnels en activité. Ce sont des journalistes qui travaillent dans des médias et qui viennent en plus enseigner nos étudiants. Donc, ils demandent à nos étudiants ce qu'eux-mêmes pratiquent finalement dans leur quotidien de journaliste. Ce qui fait que nos étudiants sont prêts à la fin de la formation à intégrer le marché de l'emploi et à être journalistes eux-mêmes. Ils vont sur le terrain, ils font du reportage, ils sont dans les studios, ils pratiquent, ils fabriquent des émissions. Donc tout ça, ça leur permet vraiment d'avoir beaucoup de compétences et d'être prêts. D'être opérationnels pour la vie active. Exactement. Bon, merci. C'est vrai que c'est toujours rassurant pour des parents de confier son enfant, ses enfants, à des professionnels qui ont leur domaine d'expertise, comme voilà, les journalistes qui viennent enseigner
et les profs de faculté. Le réseau, c'est aussi les 35 ans d'expérience de l'école, parce que ça fait un certain nombre d'anciens qui sont aujourd'hui rédacteurs en chef, directeurs de rédaction, qui vont aussi accompagner les jeunes journalistes. Donc c'est un réseau professionnel solide, encadré et avec des professeurs investis et une formation extrêmement fiable. Concernant la suite, en fait, on va peut-être s'orienter vers des questions un peu plus pratiques, parce que c'est vrai que c'est important, voilà, vous l'avez compris, faire confiance, c'est nécessaire pour s'engager dans une école, mais il y a plein de questions qui restent en suspens, dont une qui est absolument essentielle, le financement. Quelles sont les possibilités pour financer sa scolarité? Bien sûr. Alors, comme le DJ est une école privée, c'est une école payante, mais nous avons une grande chance, c'est que l'école, donc comme on vous l'expliquait, est reconnue par l'État et la certification est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles. Et ces deux éléments font que nos étudiants ont accès aux bourses de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les bourses du Crous. Donc, tous les étudiants qui sont boursiers, qui peuvent l'être, ont évidemment accès aux bourses quand ils sont inscrits dans notre établissement. On vous invite à aller d'ailleurs sur le site du Crous qui a mis en place une page dédiée pour faire des simulations en fait et voir si on peut être boursier et jusqu'à quel échelon. Avec des critères sociaux qui permettent de savoir combien on peut obtenir. Exactement. Donc ça, c'est pour les frais de scolarité. Pour les frais de scolarité, on a aussi ce qu'on pourrait appeler des bourses privées qu'on a mis en place. Ça se fait dans beaucoup de domaines, d'ailleurs, dans beaucoup d'écoles. Nous concernant, il s'agit de deux bourses. D'une part, la bourse Sclavo, qui est donc un groupe qui est lié à l'environnement, au recyclage des déchets ici sur la région, en fait, vers la région de Nice et alentour. Un groupe qui est très implanté et qui a souhaité œuvrer en faveur des médias, du journalisme et donc aider les futurs étudiants en journalisme. Et donc, on a ce groupe Sclavo qui finance la première année d'études de 2 étudiants en journalisme chez nous. Ça peut être des étudiants en bachelor ou des étudiants en master et toute la première année d'études est prise en charge. Donc pour cela, il faut participer à un concours, être inscrit à l'école, alors être candidat à l'école voilà. Et ensuite on peut participer. Exactement, on participe à un concours dans lequel on va demander 2 vidéos et les 2 vainqueurs de ce concours vont obtenir leur première année d'études entièrement financée. C'est quand même un sacré coup de pouce, exactement. Ça, c'est pour les frais de scolarité. Pour les stages? Alors, pour les stages sont financés au-delà de 2 mois, en fait. À partir du début du 3e mois, il y a des financements pour les stages. Et puis, c'est déjà des bourses qui sont donc obligatoires. On peut partir faire des stages Exactement. hors France. Ça, c'est pour les stages en France. Pour les stages à l'étranger, l'école est membre de la charte Erasmus. Et cette charte Erasmus permet à nos étudiants d'obtenir des bourses dès qu'ils sont dans des stages internationaux, notamment en Europe. Il peut y avoir un petit coup de pouce à l'extérieur de l'Europe. C'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, pour toute l'Europe, il y a des financements. Et là aussi, c'est quand même assez important en termes de mensualité, en fait. Ça donne un vrai coup de pouce aux étudiants. Pour les frais de scolarité, on n'a pas parlé des prêts bancaires. On a de plus en plus d'étudiants qui font des prêts auprès des banques de leurs parents la plupart du temps. Et nous, le DJ, nous avons mis en place aussi bien sûr des facilités de paiement. On n'est pas du tout obligé de payer les frais de scolarité d'un coup. On peut mettre en place ensemble un échéancier. Et il y a beaucoup d'étudiants qui choisissent cette option puisque ça aide aussi beaucoup les parents et les étudiants. Et est-ce que avec le planning, en dehors des cours, en fonction du rythme, est-ce qu'un étudiant peut avoir un petit job étudiant pour gagner un petit peu d'argent de poche? Oui, complètement. C'est vrai que le planning des cours est quand même assez chargé, mais d'une part, c'est uniquement en semaine. Il est extrêmement rare qu'il y ait des événements, et ce ne seront de toute façon pas des cours, mais il peut y avoir parfois quelques événements organisés par l'école, mais non obligatoires, sur des week-ends. Mais le reste du temps, c'est uniquement la semaine. Donc on a plein d'étudiants qui ont des petits jobs étudiants, on va dire quoi, les 10-15 heures de contrat par exemple, qui leur permettent d'avoir un petit peu d'argent au fil de l'eau. Et puis on a surtout beaucoup d'étudiants qui travaillent l'été.
Et ça, c'est très important. Ça permet soit de payer une partie d'école, soit de mettre un peu d'argent de côté pour vivre le restant de l'année. Et notre planning annuel est fait pour. C'est-à-dire que nous, on fait en sorte que les étudiants doivent faire des stages, mais que ça leur laisse du temps pour pouvoir travailler et pouvoir mettre de l'argent de côté. Oui, donc ils peuvent avoir au moins 2 mois de disponibles pour pouvoir travailler, gagner leur petits sous pour l'année. Bien. Alors, Nice fait partie des villes étudiantes où il fait bon vivre. Hein. On a pris quelques places dans le classement cette année. Donc, il y a aussi les questions du logement qui se posent. Bien sûr. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez des accords? Est-ce qu'il y a des logements proches de l'école? Alors, on sait que le logement, c'est quelque chose d'assez stressant, notamment pour les parents, surtout quand les enfants viennent de loin. Et comme on vous le disait tout à l'heure, c'est le cas de notre école. On a en fait que à peu près, on va dire en moyenne, entre 30 et 40% d'étudiants qui viennent de la région. Pour le reste, ce sont des étudiants qui viennent d'ailleurs en France, donc ça veut dire logement. Donc nous, on a décidé il y a plusieurs années déjà de mettre en place des partenariats avec des résidences universitaires privées, des résidences universitaires privées de qualité, parce qu'elles ne le sont pas toutes toujours, et qui sont surtout à proximité de l'école. Donc nous avons une résidence qui a ouvert il y a très peu de temps, il y a 4 ans me semble-t-il, qui est juste à côté de l'EDJ et qui s'appelle la résidence Odalis, qui est vraiment très jolie, propre, et avec lesquelles on a on discute il y a des accords, régulièrement et il y a des accords bien sûr et des accords aussi financiers. Vous pouvez vous rendre sur le site de l'école dans l'onglet logement pour aller regarder au niveau des facilités de paiement. On a aussi un partenariat avec la résidence, enfin le groupe de résidences Fac Habitat. Ils ont une dizaine de résidences à Nice, un petit peu partout dans la ville, et il y en a 2 notamment qui sont proches de l'école. Là aussi, ce sont des gens sérieux, il y a des prix qui sont vraiment abordables et c'est, on va dire, très pratique parce que c'est proche de l'école et on a surtout beaucoup d'étudiants de notre école qui y habitent. Mais bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, si vous êtes boursier et que vous voulez avoir accès à une chambre dans une résidence universitaire publique, c'est aussi possible en faisant la demande auprès du Crous. En fait. Exactement. De toute façon, on est dans un quartier ici à Nice-Est, Nice-Riquier, qui est un quartier extrêmement étudiant. En fait, on a en face de l'école la faculté Saint-Jean-d'Angély, qui est une faculté avec à peu près 5000 étudiants qui sont présents. Et donc, il y a des résidences universitaires, il y a aussi beaucoup de choses pour les jeunes gens, donc bon, bien sûr des snacks, des restaurants. Il y a un nouveau cinéma qui a ouvert il y a quelques années seulement, avec beaucoup d'endroits sympas autour. C'est très jeune, voilà, il se passe beaucoup de choses. Il y a des salles de sport, il y a des laveries automatiques, il y a des supermarchés. Enfin, et ce qui est aussi super important, c'est qu'on ait l'accessibilité est pratique. Il y a une petite gare, il y a le tram, il y a proche, c'est près de l'accès autoroute. Bon, c'est quand même super bien situé pour des étudiants. Voilà, Stéphane, je crois que vous avez fait le tour sur les logements. Une demi-heure. Voilà, c'est parfait. Donc en fait, c'est vrai que c'est important de pouvoir confier finalement ce qu'on a de plus précieux à des personnes de confiance. Si vous avez envie de solliciter un rendez-vous pour une visite privée ou de prendre plus d'informations sur l'école, demander un rendez-vous individuel, vous pouvez retrouver nos coordonnées sur le site internet de l'école, écoledujournalisme.com, et laisser un message ou envoyer un mail, on vous contactera très rapidement. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.